En ces temps reculés, où Ednel s'éteignait, au mal qui s'étendait, les hommes succombaient. Contre toute attente, alors qu'on n'y croyait plus, aux plus sombres heures, l'ordre de Veillel apparut. Érudits et mages purgèrent le fléau, la grande prêtresse mit fin au chaos. Premier saint martyr, accueillant en son âme l'épouvantable engeance, pour éviter le drame. Beltramuraïs le roi fut le suivant, et d'autres après lui toujours se sacrifiant, ainsi que l'après l'autre, chaque 12 ans, 7 saints martyrs à présent. En vain leur exil vers la crypte sacrée, cette dernière aujourd'hui imprégnée par la pestilence, la voilà souillée, Ednel de nouveau menacé. Répondant à l'appel de l'ordre de Veillel, de tout rang, de tout lieu, mais sous le même ciel, réunis sous la bannière de l'abnégation, des héros s'élevèrent face à l'abomination. Fiers chevaliers de l'ordre sacré, affrontant les hordes damnées, du monde ils portent le destin, suivant leur instinct. Leur nom imprègne les légendes, à travers l'espoir qu'ils répandent. Ces héros altruistes aux exploits et mérites, qu'ils puisent leur force dans les arts guerriers, dans la magie ou leur volonté. Pauvres ou bien les croyants au divin, voire brigands ou simples assassins, tous ont à cœur leur devoir et iront jusqu'à la victoire, poursuivant leur quête inlassablement pour nous préserver des tourments. Bonjour tout le monde, bienvenue au temple du jeu d'Arkaril, et on se retrouve pour la suite de notre série sur l'ordre de Veillel. Nous sommes actuellement en train de combattre le boss, enfin presque, en tout cas en chemin pour aller combattre Talman, l'apprenti de l'ordre, et on est maintenant à la 4e descente. J'espère que ce sera la dernière. Je vais tenter, si tout va bien, de percer et d'être directement au boss. On va voir si c'est envisageable. Donc quand on s'est quitté, on venait juste de remporter la partie en gros, et on a accumulé un bon paquet de gemmes. J'ai vendu déjà tous les équipements qui ne m'intéressaient pas, j'en ai gardé quelques-uns qu'on peut peut-être utiliser. Il va falloir être un peu rusé sur la montée des niveaux. Ce qui est sûr déjà, c'est qu'on va monter tout le monde pour arriver tout le monde au niveau 5. Donc en termes de coûts, on a ici un niveau 3, donc pour passer niveau 4 il faut 3 points, il faut 3 gemmes, et 4 encore pour passer niveau 5. Donc là par exemple pour l'aventurier il faut 3 plus 4, voilà, ça fait 7. Hop, il est niveau 5. Première chose. Hop, on va voir après quelles compétences on lui rajoute. Le magicien, il en faut 7 aussi. Donc 3 et 4, 7. On l'amène niveau 5. Hop. Le guérisseur qui se trouve ici, il est pareil pour l'instant niveau 3. Donc on va aussi prendre 3 et 4, 7.
pour le passer niveau 5. Et le dernier, c'est le barbare, qui est déjà niveau 4. Et lui, donc, je vais dépenser 4 gemmes pour le passer niveau 5. Donc ça y est, tout le monde niveau 5. Tout le monde est au max. Hop. Alors, donc tout le monde est niveau 5, c'est parfait, on a payé, donc il nous reste plus grand chose, hein. Une fois qu'on a fait les achats là, enfin les montées de niveau, il nous reste 3 et 3, 6 et 1, 7 cristaux. Bon. J'ai encore ça que je peux potentiellement vendre ou utiliser. Une rune de défense. Je suis en train de me demander si je pouvais garder ou pas, ou mettre l'armure sacrée pour le prêtre. Ça nécessite 4 de dextérité, ça m'emmerde puisque je n'ai pas de point de dextérité à mettre là. Alors il a monté de 2 niveaux, donc je pourrais lui mettre un point de dex, mais est-ce que c'est vraiment intéressant? Je préfère peut-être booster la sagesse, enfin la foi, pour qu'il puisse utiliser notamment le saut de l'âme, qui est une arme que j'ai, qui fait 8 points de dégâts, qui serait sans doute mieux, enfin fait plus de dégâts, plus intéressante que le saut d'essence qu'il a à l'heure actuelle, qui fait 5 points de dégâts. La rune de commandement n'est pas non plus méga importante. J'ai ça aussi. J'ai la rune de défense que je peux choper, que je peux mettre, mais ça veut dire que du coup je peux pas mettre l'armure sacrée. Donc l'armure sacrée, je pense que je vais m'en débarrasser parce que voilà, j'arriverai pas à la caler. Donc ça c'est un petit cristal qu'on récupère en la vendant. En revanche, peut-être que je peux lui mettre à la place une armure végétale qui était l'armure de l'aventurier. Donc si je mets l'armure végétale, il prend 5 de défense. Là, il a plus de réduction de dégâts. Bon, ça c'est une chose. Mais ici, il gagne plus 5. Pof. Et avec une rune de défense, il gagne... pardon, elle est pas là, elle est là. Il gagne 2 en plus. Donc ça peut être intéressant. Alors, je vais peut-être lui enlever la rune de commandement. J'enlève les bonus qui sont là, qui étaient plus en force, plus en intelligence, qui ne en fait lui sert pas à grand chose. Et mettre un petit bonus de plus 2 encore à la défense. Ici, donc il passe à 8 de défense, pas mal, c'est pas mal. Voilà. Et puis eh ben, je vais lui mettre 2 points encore en foi. Donc passer à plus 3 en foi, il passe à 11. Hop. Et je peux lui cloquer le saut de l'âme, qui nécessite 5 d'intelligence, il les a, 11 de foi, il les a, et ça fait 8 points de dégâts. Hop. Le saut d'essence, je le bazarde, je récupère un cristal encore. Voilà. Alors, l'aventurier n'a plus d'armure. Ça, c'est un peu embêtant. Et je me demande si je vais pas le blinder un peu plus en défense. Notamment en lui mettant une armure de cuir souple. Qui nécessite 6 de dex et 3 de force. Ça, il les a. Donc ça donne 2 de bonus de défense. Et une réduction de dégâts de 2 aussi. C'est la même chose que l'armure de cuir clouté qu'a pour l'instant le barbare. Donc je lui mets ça, 2 plus 2 ici. Je vais lui enlever, je pense, l'épée longue. Et je vais lui mettre un bouclier. Le bouclier de fer, qui donne 3 de réduction de dégâts. Bouclier. Hop, j'enlève les bonus qui étaient sur sur le barbare. Donc 3 de réduction de dégâts pour le bouclier.
Ça lui fait donc 5 de réduction de dégâts, c'est quand même pas mal. Hein. Je fais ça pourquoi? Parce que je pense que je vais me débarrasser du fléau d'armes, même s'il était pas mal, pour pouvoir acheter la hache de dueliste qui fait partie de la panoplie du chef barbare. Il faut 8 de dext. Pour l'instant, il a 5, 6, 7, donc il faut que je lui monte d'un point sa dextérité. La force, il a ce qu'il faut. Donc, comme il change de niveau, je lui mets un petit point de dext en plus. Hop. Donc là, il a 8 de dextérité, sans problème. Il peut acheter la hache de dueliste, ça coûte 3. Je paye. Ça se met à 2 mains. Et je vais... Bah, personne ne va pouvoir utiliser ça, donc je vais revendre le fléau d'armes. Qui était pas mal, hein. L'âge de dueliste, ça fait quoi? Ça une attaque qui fait 6 points de dégâts, ou 10 si je suis au corps à corps avec un seul adversaire. Donc c'est quand même vachement puissant. Moins de défense, évidemment, mais plus d'attaque, quoi. Voilà. Il me reste encore. Donc lui, il a eu ses points. Il a eu ses 4 points bonus d'augmentation. L'aventurier, il faut encore que je lui en rajoute 2 aussi. 2 aussi. Alors, est-ce qu'on a des choses qu'on peut... Alors, au niveau des achats, j'ai pas vu grand-chose hein, au niveau du marché, donc j'ai laissé tomber. Après, dans les achats possibles pour la panoplie du barbare, j'avais ça aussi qui était pas mal. Le collier des chasseurs honorable. Donc lors de son tour, la première fois qu'il achève un ennemi, il regagne 2 points de vie. Donc c'est de l'auto-guérison. Je pense que ça vaut le coup de le prendre. Ça coûte 4. Donc je paye 4. Et je lui rajoute ça. Je pourrais malheureusement pas avoir la panoplie complète puisque la dernière carte de la panoplie qui permettait de débloquer le petit pouvoir supplémentaire, c'est un manteau des chefs qui nécessite 5 en foi ou 5 en intelligence, ce que je n'ai absolument pas. C'est un barbare rustre, hein, il est bien à 2 et 2 d'intelligence et 2 de foi, donc il ne peut pas se... J'ai pas fait le build autour de ça, donc il n'aura pas la panoplie. Mais il a quand même une grosse attaque, ça c'est pas mal. Donc j'ai blindé la défense de l'aventurier et il faut que je lui rajoute ces 2 points encore. Je pense que je vais prendre un point d'endurance. L'endurance, c'est la vie. Hop, il passe à 8 d'endurance. Et je vais lui rajouter un petit point de dextérité, je pense. Pour assurer les attaques. Donc il passe à 10 de dext. Voilà pour lui. Et il a débloqué son coup au but, parce que c'est une attaque, hein, parce qu'il a aussi force de frappe, il peut faire très mal. Au prix d'une attaque normale, il peut infliger 3 fois les dégâts de son arme. Un coup critique de l'aventurier ou un échec critique de la cible sur cette compétence ne double pas les dégâts. Hein, donc on ne peut pas doubler, on triple déjà automatiquement. Voilà, ça coûte 4 points d'endurance, attention, c'est un peu chéro. Lui c'est bon. Le magicien qui était que niveau 3, lui aussi il faut lui augmenter. J'ai fait juste il lui a encore 2 points à mettre là-haut. Donc pour l'instant il a pas grand chose, il a une armure de tissu, ça c'est pas terrible, mais bon en même temps c'est le magicien quoi, il va pas être non plus trop au combat normalement. Lui, il a besoin de son intelligence pour faire plus de dégâts. Donc je peux très bien le booster complètement son intelligence. Et le faire passer à... Là il a 9, 10, à passer à 11 par exemple. 11 d'intelligence, au cas où je tombe sur un super objet de la mort qui tue. Mais bon, c'est difficile à envisager comme ça. Alors je remonte à ses 9 points d'endurance. Ou alors un petit point de vie peut-être quand même. Un petit point de vie en plus. Hop, et puis un petit point de magie. Allez, il passe à 10, c'est déjà très bien. 10 d'intelligence.
Ça va pas augmenter spécialement ses dégâts, mais ça va assurer un peu ses attaques. Un petit peu plus. Voilà, et pour ce qui est du guérisseur, lui aussi, il faut que... bah non, j'ai fait ça. Non, il a déjà ses 4 points bonus, donc tout va bien. Il a sa rune de défense, non. Non, je crois que là, tous les niveaux sont gérés. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... Non, c'est bon. Au niveau des niveaux, c'est ok. Il reste que j'ai 3 cartes là que je vais revendre. Donc ça fait encore 3 cristaux. Et je pense qu'on va aller se faire un petit achat au niveau du... Un petit achat au niveau de l'alchimiste. Parce qu'on va arriver sur du plus lourd là. Je peux... Alors, l'aventurier a le droit, lui, à encore 2 objets, malgré son passe-partout. C'est son pouvoir passif. Il dispose d'un emplacement d'objets supplémentaires, donc je peux le... Voilà. Un couteau empoisonné, ça peut être pas mal. Je regarde un peu les choses qui peuvent m'intéresser. Potion de vitalité, ça coûte 2. Bon, j'ai combien moi? J'ai 3, j'ai 6, hein. Ça va aller vite, hein. De toute façon, j'ai pas non plus énormément de choix possibles. Donc ça peut être des petits trucs comme ça. Une pierre de résurrection, j'en ai déjà une, mais peut-être, pourquoi pas une deuxième au cas où. Potion mineure d'endurance, ça coûte 1. Là, ça ferait déjà 3 et de 5 si je prends une pierre de résurrection. Kit de premier secours. Ça remplace des pierres de résurrection, mais ça coûte 7. Au moment où le porteur meurt, il peut utiliser le sceau du renouveau, il revient à la vie avec 3 points de vie. Ça, c'est pas cher payé, 3 ça va. Des bombes. Potion d'endurance majeure. Vivacité, ça ne nous intéresse pas. Enfin si, c'est de la vitesse supplémentaire encore. Flasque d'huile. Anneau d'extraction. Rend 1 d'endurance au porteur lorsqu'il achève un ennemi avec son arme. C'est bon ça. Alors, je pense qu'on va rester assez classique. On va faire un truc dans ce genre là. Au cas où, une petite pierre de résurrection. Oups. Donc ça coûte 3. Je vais la filer à l'aventurier qui a de la place. Et on va lui filer aussi un couteau empoisonné. Voilà, qu'il va mettre dans son équipement. Et le reste, ça va être dans le sac à dos. Commun. Donc, voilà. On va éventuellement s'en équiper. À moins que je remplace certaines choses. On va rester comme ça. Donc celles-là, on va dire que je les ai achetées. Hein. Elles sont là. Elles attendent tranquillement d'être équipées. Et voilà, on est déjà pas mal. On est paré, on est niveau 5. On a nos pouvoirs qui sont débloqués. Donc il y a notamment la rage du barbare. La résurrection pour... Ah oui, la résurrection... Ouais, j'ai déjà résurrection. Alors, je sais pas si je vais m'exciter quand même à... Je pense que je vais... Non, c'est une connerie. Je vais pas acheter la pierre de résurrection. Ça coûte quand même cher. Je vais plutôt filer celle qu'il a là. Ici. Lui, il va prendre, par exemple, un couteau empoisonné en stock. Je vais récupérer 3 gemmes, puisque je finalement... Non, finalement, désolé, je change d'avis. Je n'achète pas votre pierre de résurrection. Donc en fait, il me reste 3 là, pardon. J'avais oublié de payer. Et avec les 3 dernières, vaut mieux acheter des bombes, ça peut être rigolo, mais bon. Des potions vitalité. Bon. 3.
potion majeure d'endurance. Ça ramène 4 d'endurance, c'est assez costaud. Des sauts de l'ultime chance, ça peut être pas mal aussi, hein, pour éviter les soucis de lancer de dés pourris. Je pense que je vais en prendre une, au moins une. Et même peut-être 2. Et 3. Ouais. J'ai pris 3 sauts de l'ultime chance à la place. Et je vais les équiper. Je vais en mettre une sur le magicien. Une sur l'aventurier. Une sur l'aventurier. Et la dernière, ça aurait été pas mal peut-être sur le barbare. Mais bon, je vais plutôt la mettre sur le guérisseur. Voilà. Et le reste, je garde ça en stock. On en aura peut-être besoin. Voilà, c'est des potions d'endurance principalement et une pierre de résurrection. Donc là, c'est de l'assurance pour récupérer des points et tout ça et tout ça. Ok, alors au niveau du battle map, donc là cette fois-ci on a toutes les cartes, toutes les cases sont remplies. J'ai en gros fait du changement à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on avait fait toute ce run ici. J'ai tout mélangé, les cartes qui étaient là avec les cartes qui étaient juste ici. Voilà, parce qu'il y avait beaucoup de combats déjà, j'ai trouvé. Donc je me suis dit, avec un peu de chance, il y aura un peu moins de combats pour arriver relativement frais au boss. C'est un calcul comme un autre, on verra si ça donne quelque chose ou pas. Donc là, ils sont prêts. Les monstres sont là, tout est là. Les dés, alors cette fois-ci, les ennemis vont avoir le dé 12 pour se battre. Alors attention, c'est plus la même. Ça, c'est une chose. Et bien voilà, on est parti. Donc première salle, on rentre ici et c'est un coffre. Alors on l'ouvre automatiquement grâce au passe-partout. Donc ça permet au joueur de piocher 2 cartes chez le forgeron. Donc allons-y. Ça c'est bonus, hein. 1 et 2 ici. Alors on a un targe. Mais je ne pense pas que ça va intéresser quelqu'un. Éventuellement le magicien, allez, pourquoi pas. Il a qu'une arme à une main, avec sa baguette. Schmuck. Donc je lui rajoute un targe, allez hop. Ça lui fait +2/+2 quand même, hein. Ouais, c'est pas pourri, hein. 2 en défense et 2 en réduction de dégâts, on prend, hein. Hop. Hop. Allez, le voilà équipé d'un bouclier. Et sinon, nous avons les crochets du tigre. Crochet du tigre, il faut de la dex, 18, n'importe quoi. 8 de dex et 7 de foi. Donc ça ne va matcher avec personne. Personne n'a ce type de caractéristique, voilà, de duo de caractéristiques. Donc on met ça de côté, dans notre sac à dos, hein, avec le reste, là, avec les potions de résurrection, etc. etc. Hop. Bon. Première salle, on y va. On arrive à la deuxième salle. Deuxième salle, hop là. Et ce sera... Ouais, une salle piégée, cool. Alors, salle piégée. Chaque joueur doit faire un texte de dex supérieur ou égal à 16. S'il échoue, il perd 3 vies. Et on va trouver 4 cristaux dans l'affaire. Bon, pourquoi pas, on les prend, on sait jamais, on peut toujours faire un run supplémentaire. Hein. Donc les jets de dex, c'est parti. Il faut faire 16 ou plus. Le magicien, il a 3 de dex, attention, balabalam. Et fait un bon vieux 5, donc le voilà
avec 3 points en moins. J'ai bien fait de lui mettre un petit point en plus. Donc il descend à 2 points de vie. Le guérisseur. Alors j'ai fait 16, pile. Donc c'est bon. L'aventurier, 18. Lui, ça le fait aussi, puisqu'il a en plus il a 10 de dex, donc ça aurait été quand même voilà, malin. Et le barbare, il a 5 et 3, 8 de dex. Et il fait 14. Donc tout le monde s'en sort, sauf le magicien. Ok. Bon, c'était pas si pire, il va falloir s'occuper quand même de lui. Peut-être un petit sort de soin, j'ai le droit de faire soin quand je veux ou quoi? Soin, 2 points d'endurance, ne t'en fais pas mon ami, rien ne t'arrivera tant que je serai à tes côtés, au prix d'un jet de foi, égal à 15, le guérisseur soit un allié ou de lui-même, de la moitié de sa foi. On va faire ça, donc il va utiliser 2 petits points d'endurance, le guérisseur, Olimar, et il faut qu'il fasse un test de foi de 15. 11, ça passe, donc il rend toutes ses vies au magicien. Voilà, et après on change de salle, donc il reprend un petit point d'endurance pour avoir fait ça. Ch'tuc. Pour changer de salle, les autres sont au max. Et on arrive à la 3e salle. On va ouvrir cette salle. Hop. Et ce sera des lianes corrompues. Lianes corrompues, 2 joueurs payent 2 points d'endurance, puis effectuent un jet de force cumulé à 35. S'il échoue, la porte reste bloquée, ils doivent changer d'aile en avançant. Et le maître de jeu pioche une carte événement. Les joueurs trouvent 3 cristaux. Alors, je vais déjà faire ça, tant qu'on y pense. 3 cristaux en plus. Ok. Et donc, on y va pour ceux qui ont le plus de force. En force cumulée, le mieux c'est l'aventurier et le barbare. Donc 2 dés de 20, plus leur force. Donc en force cumulée, ça fait 9 et 5, ça fait 14. Alors c'est parti. 10 et 7, ça fait combien ça? 17. 17. Je pense que c'est pas assez. 17 et 5, ça fait 22. 22 et 9. 22 et 9. Ça fait 31. C'est pas assez. Oh, peut-être utiliser... Je vous embête un peu de changer d'aile. J'ai envie de rester sur la même aile. Je sais pas, je le sens comme ça. Je sais pas pourquoi. Hein. Ou pas. C'est pas très grave en fait. Hein. Leur poste reste bloqué. Ils doivent changer d'aile en avançant. Donc c'est à dire que de toute façon ça nous fait pas perdre entre guillemets de temps. On risque de tomber peut-être sur des monstres quoi. Bon, et on va s'en tenir à ma stratégie première. Je vais utiliser le saut de l'ultime chance. Voilà, hop, je le défausse. Et je relance un des dés. Alors, j'ai pas forcément assigné les dés à l'un ou l'autre, c'est ça le problème. Peu importe, on va dire. Hein. Allez, hop, je relance le 7. Allez, faut qu'on fasse un gros, là. Ah, 19, voilà, c'est bon. Donc là, les lianes ne nous résistent pas. Hop, on avance encore d'un petit cran. On avance encore d'un petit cran. Toc, 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 toc. Donc, Olimar remonte à son max d'endurance. Et on va découvrir la salle suivante. Et ce sera... Hop, une énigme. Une énigme. Alors... Ah, il fallait enlever des points d'endurance quand même hein, pour faire ça. Hein. Donc je vais enlever 2 points d'endurance à l'aventurier et 2 points d'endurance au barbare qui était à 6 moins 2, 4.
Ouais, mais lui c'est cool parce que comme il en récupère deux à chaque fois, il récupère son endurance en avançant d'un cran, l'aventurier aussi, et donc l'énigme, deux joueurs payent 2 d'endurance et doivent faire un jet d'intelligence cette fois-ci cumulé de 40. 40. Donc alors intelligence, les plus costauds en intelligence, pas de soucis, c'est le guérisseur et le magicien, ils ont 15 en plus, il faut qu'ils fassent 30. 40, putain, il faut faire des sacrés jets. Hein. Donc on va dire que le jaune c'est le magicien. Alors là ça fait 16 et 9. 16 et 9 ça fait 25, 25 et 15. Ça fait pile. Ça fait pile. Ça fait pile 40. Ça fait pile 40. Donc ils réussissent. On gagne encore 3 cristaux. Ok. On avance d'une case, donc ce qui était un peu à la ramasse au niveau endurance remonte au maximum. Ah, il fallait payer 2 quand même. Hein. Donc là, il avait descendu 2, il remonte de 1. Il avait descendu 2, il remonte de 1. Je fais ma bidouille. Et ici, Chouic. Chouic. Et donc dernière salle, ça peut être une salle de repos, ça peut être pas mal de choses différentes. Ça peut être un monstre puissant encore. Hein. On va voir. Donc on passe cette porte et on découvre une salle de repos. Franchement, j'ai eu le nez hein, pour cette aile là. Je me suis dit voilà, il y a plein de monstres là, donc on va essayer d'être sur le côté, passer un peu inaperçu. Et là, la salle de repos, on récupère tous nos points de vie. Peut-être posé en première ou deuxième ligne du donjon. D'accord, là c'est pas le cas. Tous les points de vie, de toute façon on est déjà au maximum, donc pas de problème. Ce qui nous permet d'arriver tout frais, tout beau pour le boss. Car en effet, on a nos max partout, on a nos équipements, je pense qu'on pourra pas faire beaucoup mieux que ce qu'on a là. Autant y aller, autant gagner du temps et affronter un boss qui sera un peu moins costaud, il est un peu pris par surprise, il aura que des dés de 12 pour se battre. Moi je dis Walou, c'est tout bon ça. Donc on décide d'affronter le boss directement. Donc on va installer la battle map et puis on va se faire ce petit combat qui risque d'être dantesque. Donc on se retrouve tout de suite. Alors donc voilà, j'ai mis en place le battle map. Alors le boss est apparu relativement proche. Généralement, ce que je fais, c'est que je lance 3 dés de 6 pour savoir à combien de cases de distance je les mets. Et moins 3 dés de 4 ou un truc comme ça quand il y a une embuscade. Sachant qu'après, j'essaie de les placer un peu en fonction, en mettant les héros plutôt au milieu et les monstres un peu autour, prêts à les attaquer, plus ou moins, selon la distance en tout cas relativement plus proche. Là, avec les 3 dés de 6, j'ai dû faire 7 ou 8, je ne sais plus, donc ils sont pas loin. Il est pas loin, ça, je sais pas si c'est une bonne chose, sans doute qu'on va pouvoir aller l'attaquer plus vite. Lui, de toute façon, il attaque à distance, donc c'est une première chose. Et sinon, il a des pouvoirs, évidemment, hein, c'est un boss. Donc on va passer un peu en revue sa feuille de boss. Déjà, super illustration, évidemment, comme d'habitude. Magnifique illustration pour le... qu'on appelle ça déjà, l'apprenti de l'ordre. Petit texte. La crypte renferme bien des secrets, mais aucun d'entre vous ne pensait se retrouver face aux portes du royaume des morts. L'odeur putride de la décomposition vous accueille avec envie, tandis que les amas de chair et les os gisant sur le sol reprennent vie. Le bras droit du roi vous accueille dans son sanctuaire. Alors, il attaque 2 fois déjà, faut le savoir. Il ignore le défenseur, ça nous intéresse pas puisqu'on joue sur des maps tactiques. Et ces monstres ne donnent aucun butin. Bon, voilà, première chose.
Son premier pouvoir, c'est qu'il est commandant de l'armée des morts. Donc ça nous dit que... Ouh, la caméra, réveille-toi. Au début du combat, puis à chaque tour du maître, on ajoute autant de zombies ou squelettes que la moitié du nombre de héros supérieurs. Donc on est 4, ça fait 2. Un combat à 5 ou plus, c'est pas notre cas. Donc voilà, début de chaque tour, il invoque des morts-vivants en plus. Voilà, donc j'ai constitué une pile donc des 10. Je crois que c'est ça, c'est 10, 2, 4, 6, 8, ça va être 10 zombies ou squelettes qu'il y a dans les monstres de base. Et j'en ai pioché 2 pour commencer, c'est un lancier squelette et un zombie, voilà. Donc c'est déjà ça, ils vont faire un peu barrage et on va être obligé de les attaquer. Et en plus, eh bien, il a le pouvoir de lien de vie, qui nous dit ceci: l'apprenti de l'ordre transfère tous les dégâts directs qu'il subit au monstre de son choix. L'effet... Alors ça j'ai pas compris trop cette phrase là. L'effet... Putain c'est chiant cette caméra qui veut pas focus là. Ouh, tu vois mon doigt là? Bon. L'effet ne renvoie pas les dégâts sur la durée. Alors ça j'ai pas trop compris ce que ça voulait dire, mais bon. S'il y a des attaques qui touchent plusieurs monstres... Oh, pardon. Ouf, ouais, non, hein, celle-là. Donc si on des attaques qui touchent plusieurs monstres à la fois, donc des attaques de zone, on applique normalement des dégâts aux autres monstres, puis s'ils sont tous morts, l'apprenti de l'ordre subit les dégâts, sinon il les renvoie aux monstres qui ne sont pas encore morts. Voilà, il a 6 d'attaque, 3 de dégâts, 6 de défense, 2 de réduction de dégâts, et il a 60 points de vie. Il semble prenable comme ça, mais bon, on ne sait jamais, il va falloir gérer avec la masse de créatures qui risquent de venir, sans doute qu'il va falloir les flinguer quand même régulièrement, faire gaffe à avoir une bonne portée pour l'attaquer, évidemment, être en bonne position, et puis bah voilà, les créatures sont pas non plus en sucre, hein. Le lancer squelette, il a 6 points de vie, 1 point de défense, il fait 5 points de dégâts. Voilà, et le zombie, lui, s'il est tué par une attaque au corps à corps, il va faire 3 points de dégâts qui ignore la réduction des dégâts en plus, donc vaut mieux l'avoir à distance. Il a que, entre guillemets, 4 points de vie, donc il va falloir gérer ça. Et puis, tenter petit à petit de percer les dégâts. Voilà. J'ai mis 3 dés de 20 pour représenter les 60 points de vie du boss. Ils sont là. Et bah, ma foi, il n'y a plus qu'à commencer, c'est à notre tour. Alors, faisons un petit point un peu rapide sur nos persos et les pouvoirs qu'ils ont nouvellement acquis. Nous avons la rage. Alors la rage du barbare, qu'est-ce que ça nous dit la rage? Allons voir ça de plus près. Si il veut bien faire son boulot de caméra. Oh, 4 d'endurance. Ah, 4 d'endurance. Au prix d'une attaque normale, le barbare inflige les dégâts de son arme. Auquel il ajoute... auquel il rajoute le résultat. Putain. M'énerve cette caméra. Le résultat de son dé à 20 faces. Un coup critique du barbare ou un échec critique ne double pas les dégâts. D'accord, il fait une attaque en fait, et s'il fait 18 à son toucher, il fait 18 de dégâts quoi. C'est un truc de malade. Donc ça va être bon. 4 points d'endurance, par contre il va pas pouvoir le faire beaucoup, parce qu'il a que 6 d'endurance, notre barbare. Donc il va falloir lui filer des potions pour qu'il puisse se régénérer à ce niveau-là. Sinon il a son attaque sautée qui fait plus 3. Voilà. Et qui coûte 2. L'aventurier, on l'a vu tout à l'heure je crois, hein, c'est le coup au but. Ça pareil, ça coûte 4 points d'endurance, donc c'est un peu chéro. Mais ça permet de faire 3 fois les dégâts de son arme, donc potentiellement 3 x 6, 18 avec son arc. C'est pas mal. C'est pas mal aussi. Il faut pas rater, donc voilà, faut un peu de chance. Là-bas c'est résurrection. Donc ça permet de ramener un allié à la vie, qui revient avec toute sa vie. Et
En plus, il a un bonus de 4 en défense jusqu'au début du prochain tour des joueurs. Ok. Donc voilà, ça c'est une petite assurance vie. Et de l'autre côté, nous avons le barrage cristallin, 4 d'endurance aussi. Alors, au prix d'un jet d'intelligence supérieur ou égal à 17, alors sachant qu'il a 10 d'intelligence, donc bon, il y a moins que ça réussisse quand même. Le magicien inflige un nombre de dégâts égal à la moitié de son intelligence, donc 5, auquel il ajoute le résultat de son dé à 20 faces, réparti comme il le souhaite entre ses ennemis. C'est assez énorme aussi, hein. Et c'est une attaque à distance. Donc là aussi, il y a moyen de faire des gros dégâts, mais ça va pomper à bloc l'endurance, sachant que lui par contre il en a 8. Donc potentiellement il peut faire 2 barrages cristallins, sachant que par contre il faut pas rater son jet d'intelligence, quoi. Il a un saut de l'ultime chance. Donc ça va l'aider, je pense. Donc voilà. Par quoi commencer? On va regarder un peu sur la map, voir comment on va procéder. Alors, pour l'instant, les aventuriers ne se gênent pas, hein. En revanche, là, ils bloquent la vue sur l'apprenti de l'ordre. Donc, il va falloir y aller et sans doute faire un peu de dégâts. Je me disais peut-être qu'on peut faire en sorte que le barbare et l'aventurier dégage le terrain, s'ils y arrivent. Donc le barbare, il est à 1, 2, 3, 4. Là, il y a une position intéressante ici. Là, il n'y a pas de chemin. Par contre, il y a une ligne de vue. Ça peut être pas mal pour un archer. À voir. Ou sinon, je le fais dégager le plus vite possible. Là, il peut faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il se met par là. Et il a un peu plus de champ pour se déplacer, pour pouvoir choper Talman. Là, ça risque d'avoir un angle assez bouché. Mais ça veut dire qu'il ne joue pas à ce tour-là. De toute façon, ils vont avoir du mal à aller dessus tout de suite. 1, 2, 3, 4. Là, ça va être compliqué. Ouais, je pense qu'il faut quand même qu'il tire, qu'il débarrasse le terrain. Donc il va faire un... Alors l'aventurier. 1, 2, 3, 4. Et il va flinguer. Tenter de flinguer le zombie ou le... Ah, il fait 6 points de dégâts avec son arc. Donc il pourra pas flinguer directement le lancier. Donc je pense que le zombie est la cible la plus logique, je dirais. Donc on va voir ça. Alors, il a plus 10 avec son arc. Le zombie a 3 de défense, donc il a potentiellement un plus 7 à l'attaque là. C'est parti. C'est pas vrai. Je fais un 1. Je fais un 1, donc c'est un échec critique. Et en plus... Alors là, par contre, je n'ai plus de saut de la connerie, là. En plus, je vais piocher une petite carte d'événement, évidemment. Ce sera trop facile. Objet perdu. Alors, retire un objet consommable de l'inventaire d'un joueur. Le joueur peut changer d'action sans perdre son tour si le maître de jeu interrompt dans son action. Donc, il faut que je perde un objet. Et vous savez quoi? Je pense que je vais perdre la pierre de résurrection. Tant pis. Tant pis, tant pis. Donc ça, c'est fait. Quand même pas de bol, quoi. Un bon vieux 1, quoi. Ok, donc lui, c'est géré. Il faut qu'on s'occupe du zombie avant, quand même, que l'autre s'approche. Je vais faire avancer le barbare, de toute façon. D'une certaine manière, il va essayer de... Ouais, c'est pas un spécialiste du tankage. Après, est-ce qu'il peut... Un, 2, 3, 4, 5. Alors, il va faire 1, 2,
1, 2, 3, 4... 5, 6, il va arriver au contact du lancier. Et c'est tout ce qu'il va faire. Et là, il faut qu'on puisse tirer sur le zombie. Donc là, on a plusieurs possibilités. On va déjà faire... Donc là, s'il fait 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4, 5. Là, il est à portée pour tirer sur le zombie. Donc il va rester là pour l'instant. Et il va utiliser son saut de lame pour tenter de tuer le zombie. Il va bien réussir quand même. Alors, saut de lame, il a plus 11, hein, donc avec son plus 11, l'autre il a 3 de défense, donc j'ai plus 8. 11 et 11, c'est gagné. C'est battu. Donc le zombie explose. C'est déjà une chose, c'est déjà une bonne chose de fait. Hop, chlouk, je l'écarte. Voilà, ce qui laisse le champ libre, notamment au magicien, qui va pouvoir faire 1, 2, 3, 4. Et là, il a 1, 2, 3, 4, 5. Il a une vision claire sur Talman. Pour faire un petit projectile magique. S'il fait un projectile magique, il va lui mettre 5 et de 7 points. Donc évidemment ça tuera directement le lancier. Ça me semble intéressant quand même de le tenter comme ça. Ou alors je fais directement le barrage cristallin. Hein. Barrage cristallin, dans ces cas-là, si je fais un gros dé... si je fais... Alors, qui est karaté? Tiens, en fait, je rajoute un point de concentration à l'aventurier. Pof. S'il passe le barrage cristallin, je peux faire quand même 5 points, on est d'accord, plus le dé. Donc là, c'est sûr qu'on aura le lancier qui va voler, mais Talman se prendra des coups aussi. Bon, on va y aller. On va tenter ça comme ça. Je fais le barrage cristallin, donc grosse attaque. Je prends 4 points d'endurance. Boum, bam. Et là, il faut que je fasse un putain de jet avec mon dé. Donc, il faut que je fasse au moins 17 pour que ça marche. Allez, un peu de chance là. 16. Joli, joli ça. Donc 16 et 8 et 10, pardon, ça passe largement, hein, ça fait 26. Donc j'inflige 16 plus la moitié de 10, ça fait 5. Ça fait donc 21 points. 21 points. Déjà Talman redirige les dégâts sur son lancier. 7. Donc il reste, si je ne m'abuse, puisque c'était 5, c'est 21. Hein. 21 moins 7, ça fait 20 moins 6, ça fait 14 points de dégâts qui prend le gars. Alors, 14 points de dégâts, donc un de ces dés de 20, là, il redescend à 6. Je réussis quand même à lui placer une belle, bonne vieille attaque. 6. Hop, tac. Et les deux autres sont encore à 20. Hein. Il a encore 46 points, hein, attention. Hein. Tranquille, tranquille pour lui. Hein. Par contre, pouf, le lancier, là, il a explosé. Le lancier, il a explosé. Je remontre où on en est sur la battle map. Voilà, du coup, c'est un peu free, hein, pour le moment. Les monstres, je pense remettre dans le paquet des créatures. Je remélange. Et donc, c'est au tour de Talman. Que va-t-il faire, notre ami Talman? Bah, il va tirer sur le barbare, je pense. Il est en position pour le faire. D'abord, il va invoquer ces deux créatures. Donc, je prends le paquet, je mélange, je coupe et je prends le dé dessous. Et on a à nouveau les mêmes. Un lancier et un zombie, donc exactement les mêmes. Alors, le lancier, il est un peu chiant parce qu'il a pas mal de... Il a pas mal de points de vie. Donc il se remet un barrage là comme ça.
Le zombie et le lancier vont attaquer le barbare. Je vois pas trop ce qu'ils peuvent faire d'autre. J'imagine qu'ils attaquent direct, hein, puisque c'est au début du combat, au début du tour, à chaque tour du maître. Pas de raison qu'ils n'agissent pas. Donc le zombie attaque le barbare qui a 5 de défense. Lui il a 3 d'attaque, donc il a plus 2 à son dé de 20. Allez. Alors 7 contre 18, pas de problème. L'attaque du zombie est parée. Et le lancier lui a 7 d'attaque, attention. S'il a donc plus 2 à son dé. Mais il fait que 5. Et 10 ici. Donc ça fait 5 et 2, 7 contre 10. Ça ne passe pas. Ok, ça c'était les attaques des petites créatures. Maintenant, le Talman il va devoir se dégager pour pouvoir attaquer. Il va donc faire se décaler. Il a 6 de portée, on est d'accord. Hein. Donc il faut qu'il fasse 1, 2, 3, 4. Là, 1, 2, 3, 4, 5. Là, je pense qu'il chope le barbare. Et donc il va attaquer. Il va attaquer le gars. Lui, il a 6 d'attaque. 6 d'attaque contre, on a dit, 5 de défense. Donc ça fait plus 1 au dé. Première attaque. Un échec critique. Et deuxième attaque. Ah, là ça passe. Donc là, il inflige 3 points de dégâts. Réduction de dégâts de 2 de la part du barbare, grâce à son armure. Donc il prend 1 point. Hop, il descend à 7. Ok. Les monstres ont joué. C'est donc à nouveau au tour de nos héros. Alors, le barbare est aux prises avec les créatures. Une fois de plus, ça peut être intéressant de peut-être dégager l'espace ici pour que lui puisse faire 1, 2, 3, 4 et aller taper. Mais il va falloir dégager un peu les créatures qui sont là et qui gênent le passage, entre guillemets. Donc je vais refaire jouer d'abord l'aventurier qui va faire... Alors lui aussi il a son super pouvoir, mais il va peut-être le faire quand... Alors à ce moment-là, peut-être que je peux essayer de faire jouer les autres d'abord. Le magicien, lui, sans utiliser pouvoir, il a la baguette d'Orcal qui fait quand même 4 points de dégâts. Et il fait des critiques sur 16 ou plus. Donc 4 points de dégâts, ça peut tuer le zombie. Hein. Donc il va faire 1, 2, 3, 4. Il se décale un petit peu, comme ça. Et là, il utilise la baguette d'Orcal qui est une attaque à distance pour essayer de flinguer le zombie. C'est parti. Lui, il a plus 10 à l'attaque contre 3 de défense. Donc il a plus 7 à son dé. 12 et 7, pas de problème. Donc là, il explose le zombie, une fois de plus. Boum. Le zombie est dead. Hop. Le prêtre. Il a son saut de lame. Le saut de lame peut tuer, je pense, le lancier. Donc il va se déplacer aussi. Ah, on va revenir sur la map tactique. Ah, il peut se déplacer. Donc il va faire 1, 2, 3, 4 ici. 4. Il a une ligne de vue claire sur le lancier, il n'y a pas de problème. Donc il utilise son saut de lame. Saut de lame, il a plus 11 et le lancier a 6 de défense. Donc 11 moins 6, ça fait 5 de bonus pour lui, de différentiel. Alors c'est parti. 10 contre 10, ça passe puisqu'on a dit qu'il avait plus 5. Donc il inflige 8 points de dégâts au lancier. Le lancier a 6 de points de vie et 1 de défense. Donc il meurt aussi. Hop, on enlève le lancier. Voilà, place maintenant à nos les deux combattants.
le barbare notamment. Le barbare, il peut faire une rage. Hein. Au prix d'une attaque normale, le barbare inflige les dégâts de son arme auquel il ajoute le résultat de son dé à 20 faces. Donc, go quoi. Hein. Il va tenter le coup. Il se déplace donc de 1, 2, 3, 4 ici. Il va utiliser 4 points d'endurance. Un coup de 4 quand même. Hein. Donc il descend à 2. Et il fait une bonne vieille rage. Alors lui au combat, il a plus 9 avec sa hache. Talman, il a 6 de défense, donc il a plus 3. On y va. 6 contre 7, il a plus 3, hein, on a dit. Donc 6 et 3, 9. Plus c'est plus que 7, hein. Donc ça passe. Donc il est en pleine rage, par contre il a fait que 6 à son dé, quoi. Ça c'est quand même bien pourri. Donc là il fait en gros 6 plus 10 avec la hache, hein. Il fait 16. 16 moins la défense de 2. Donc il prend quand même 14 points. 14 points. Donc on lui enlève son 6 là, ça fait encore 8 à enlever, donc ça fait plus que 12 là, 12 ici et 20 là. Ouais, c'est pas mal. Alors bon, là on rigole parce qu'on a encore de l'endurance et tout ça, mais une fois qu'il n'y aura plus d'endurance, tout ça, ça sera fini. Et nous avons la possibilité d'une attaque. Et peut-être qu'on va essayer ça. On va voir ce que ça donne. Le couteau empoisonné. Donc il va balancer le couteau empoisonné. Il faut qu'il se décale un petit peu. Alors oui, on va se décaler un peu quand même parce que c'est une attaque à distance. Il faut qu'il soit à bonne portée. Donc il va faire 1, 2 par exemple. Là il est bien. Il lui balance le couteau empoisonné. Un couteau empoisonné, ça lui fait 4 points de dégâts chaque tour pendant 3 tours à un ennemi. Donc là, il lui met 4 points. 4 points moins 2 de défense, donc il prend que 2. Donc il descend à 10 ici. Mais il va prendre... Il va reprendre après encore 4 points, puis encore 4 points. Voilà, donc là je mets le couteau empoisonné par ici pour qu'on n'oublie pas, plus les 2 dés qui représentent les 4 points qu'il va se taper. Et là, on a fait jouer tout le monde. Et donc, c'est au tour de Talman qui va donc invoquer des créatures. On n'a pas le temps de les faire venir, qu'on les détruit déjà. Alors l'aventurier va s'équiper à la place de son couteau. Je vais regarder un peu ça. Donc on a des potions d'endurance. On a des potions. Hein. Il va prendre une potion d'endurance mineure qui pourra filer peut-être à quelqu'un éventuellement. Ok, allez hop, je coupe et hop, ça fait 2 monstres. Donc un zombie et... Alors c'est pas vrai, encore un zombie et un lancier. Voilà, c'est bizarre. À nouveau les mêmes, exactement les mêmes. Donc il va les replacer un peu en défense comme ça. Alors le zombie de l'autre côté peut-être. Allez hop, comme ça, disons. Voilà. Alors, la différence c'est que le barbare est déjà en position pour attaquer Talman. Ok, donc là on a un zombie et un lancier. Le lancier, je pense qu'il va attaquer le pauvre magicien qui est juste là. Aïe aïe aïe. Le magicien qui n'a que 5 points de vie. Donc, il fonce dessus. Schmuff. Et il attaque. Et oui, il faut pas que je un petit peu trop exposer le magicien sans doute. Alors où j'ai mis les trucs? Le lancier...
et le zombie. Hop. Le lancier, il a plus 7 à l'attaque, et lui, en défense, il a 4, hein, quand même, grâce à un bouclier et une armure. Donc, il y a un différentiel de 3, donc plus 3 pour le dé noir. Heureusement, il fait 18. Là, il a pété une putain de défense. Donc le lancier ne le touche pas. Et le zombie va attaquer le barbare, évidemment, s'ils sont en contact. Et là, l'attaque du zombie est de 3 et la défense du barbare est de 5. Donc il a plus 2 en défense sur le dé jaune. Par contre, là, c'est un critique. 12. Donc ça passe. Il n'a pas de bouclier. Donc de toute façon, ça change pas grand-chose. Il se prend 3 points de dégâts. Donc voilà, il a perdu son petit point de vie à cause du zombie, hein, zombie qui faisait donc 3 points de dégâts. Il faut juste que je fasse attention de ne pas le flinguer en corps à corps, parce que c'est ça qui fait mal. Le barbare est donc a priori 5 points de vie. Et donc c'est au boss de jouer, c'est à Talman. Talman. Qui donc qui donc va eh ben, elle va sans doute s'attaquer au barbare en s'éloignant, puisque c'est ce que font généralement les créatures qui ont le tir à distance. Donc il va faire logiquement, il va plutôt aller par là. Il va donc faire 1, 2, 3, 4. Il s'éloigne et hop, il peut tirer sur le barbare une fois de plus. Alors, donc là, il a 2 attaques. Ça ne change pas pour lui. Donc, attaque à 6 contre une défense à 5. Donc, il a plus 1 à son dé. Première attaque. Il fait un 1, donc c'est un échec critique. Et deuxième attaque, parce qu'il a 2 attaques. Toujours un 1, autre échec critique. Là, il a pas de bol, il se prend un peu les pieds dans sa robe, le Talman. Et donc ça ne fonctionne pas. Et donc ça va reprendre avec le tour des héros. Il va falloir s'occuper des créatures. Si le zombie est tué par une attaque au corps à corps, l'attaquant subit. Ok, donc si on arrive à tuer le zombie, même si le barbare est au corps à corps, il lui prendra pas de dégâts. C'est juste la personne qui l'attaque. Si par exemple le barbare l'attaque au corps à corps, par exemple. Quoi. Ok, bon, on va réfléchir à ça et on va enchaîner sur la suite du combat. Ok, alors donc, on a dit qu'on reprenait le combat. C'est au tour des héros. Donc on a encore le zombie, le squelette lancier qui sont là un peu dans nos pattes. Notamment le lancier qui est sur le magicien, ça c'est un peu embêtant. Le barbare, il a le zombie aussi qui nous embête. Le zombie il va pouvoir voler je pense assez facilement. Là ce serait éventuellement pas mal de laisser champ libre à l'aventurier pour qu'il puisse éventuellement passer un coup au but sur le boss. Donc il faudra dégager les créatures tant qu'à faire. Alors là ce serait dommage de l'attaquer de l'attaquer au corps à corps. Donc on va plutôt demander au guérisseur, à Olimar de gérer déjà lui il peut faire 8 points de dégâts, de gérer le lancier. Le lancier, donc il va faire une attaque avec son saut de lame. Hop. Alors donc un dé de 20. Il a plus 11 lui à la fois, et en défense le lancier a 6, donc il a plus 5 à son dé jaune. 19, presque un critique. Bon, ça passe, largos. Le saut de lame, ça fait 8 points de dégâts, donc c'est largement suffisant pour exploser le lancier.
Voilà, qui disparaît dans un éclat luminescent de bénédiction. Et ça, c'était le tour du guérisseur. Est-ce qu'il le bouge, le guérisseur? Éventuellement, il va se décaler un tout petit peu pour avoir une meilleure vision. Il va faire 1, 2, 3, 4 ici. Voilà. Hop. Le magicien a le champ libre pour viser le zombie. Le zombie, il a 3 de défense, il a 4 points de vie. J'ai la baguette d'Orcal qui permet de faire ce qu'il faut au niveau de dégâts, donc on va tenter le coup comme ça. Il va utiliser son objet, cette baguette magique. Cette baguette magique, voilà. Donc il peut faire un critique sur un 16 ou plus. Alors, lui, il a plus 10, donc il va avoir un bonus. Alors le zombie, en revanche, n'a que 3 de défense. Donc il y a un différentiel de 7. Donc il y a plus 7, 12, et en plus échec critique de la part du zombie. Donc là, il se fait exploser par la baguette d'Orcal. Donc hop, on vire le zombie. Boum boum, ça c'était efficace, c'était très bien. Ce qui donne le champ libre et à l'aventurier et au barbare. Alors le barbare, il aurait pu tuer éventuellement un monstre pour gagner des points de vie, mais bon, on va dire que c'est pas la priorité. On va plutôt... voilà, là on va plutôt demander à l'aventurier de claquer son coup au but, donc on va voir ce que ça donne. Alors, pour le coup au but, lui, il doit faire... Déjà, il doit dépenser 4 points d'endurance. Donc de 8, on descend à 4. Ouf. Et au prix d'une attaque normale, il peut infliger 3 fois les dégâts de son arme. Ah, déjà, il y aura le poison. Enfin, on verra ça après. 3 fois les dégâts de son arme. Donc il a un bonus, lui, d'attaque de 10 avec la dextérité. Contre Talman, qui a une défense de 6. 6 de défense. Donc ça fait un petit plus 4. Un petit plus 4. Allez. 16 contre 9. Donc ça passe. Ça passe. Ça passe, ça passe. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il fait 6 points de dégâts. Multiplié par 3. 3 x 6, 18. Il y a 2 d'armure de réduction de dégâts. Donc en fait, ça fait 18 moins 2. Ça fait 16. Et en plus, il y avait 4 points de dégâts dus au poignard empoisonné de tout à l'heure. Donc ça fait 20. Et oui. 3 x 6, 18, moins 2, 16. 16 et 4, 20. Fait des maths hein, avec l'ordre de Veyel. Hein. Ah, ok. 20. Alors là, ça lui fait quand même très très mal. On lui enlève son 20 qui est là. Je pense qu'on peut peut-être l'achever à ce tour-là. Puisque le barbare, il va en profiter lui aussi pour attaquer. Il va foncer. 1, 2, boum. Il peut même lui faire une charge. Une charge. Donc il doit faire un test de force de 15. Qui est réussi. Donc il lui place un bonus de plus 1 à l'attaque et de plus 1 aux dégâts. Il a déjà 9, donc il a 10 à l'attaque. 10 contre 6, ça fait un bonus de plus 4. Allez, vas-y. Il fait 12 contre 1. 1, oh là 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 là, le Talman s'est pris les pieds dans le tapis, il nous fait un critique aussi en défense. Ça fait très très mal, puisque là il se prend non pas 10, non pas 11 même, puisqu'il a plus de dégâts avec la charge, mais 22 points de dégâts, mes amis, 22 points de dégâts. Voici un boss qui va gicler à l'autre bout de la salle. Ah, il tombe dans les profondeurs infernales qui se trouvent près du pont en métal. Et c'est une victoire hein, de nos héros, ouais. Ils ont remporté leur part du contrat, à l'instar de l'autre groupe, malheureusement, qui n'a pas pu, qui avait échoué lors du 5e tour. Donc là, en fait, ils sont quelque part un tour d'avance sur le groupe d'après. Ce qui fait que je vais peut-être m'amuser à
à ce que ce soit eux qui aillent aussi gérer la grande prêtresse. Je sais pas s'ils vont y arriver. La grande prêtresse c'est quand même très balèze, mais vu qu'ils ont un tour d'avance, là on est à la quatrième expédition. Normalement et les autres ont échoué à la 5e. Donc pour laisser une petite chance quand même de se faire ce boss là une bonne fois pour toutes, ça veut dire qu'il faut se refaire quand même un cinquième run complet. Donc passage quand même au repos, achat d'équipements, etc. Donc peut-être qu'on peut s'amuser à ça quand même et voir si cette équipe là est plus en mesure de battre la grande prêtresse que l'équipe précédente. C'était aussi une histoire de chance. Attention, par contre, on passera à nouveau dé de 20 cette fois-ci. Donc là, ça peut faire mal. Nous verrons ça plus tard. Pour le moment, savourons cette victoire contre Talman, l'apprenti de l'ordre, qui était un boss, je trouve, pas trop difficile. L'apparition de morts-vivants était assez contrée. Alors, une fois de plus, c'est dû aussi à la chance. Hein, si j'ai fait foirer tous mes jets d'attaque, évidemment, ça n'aurait pas fonctionné comme ça. Mais bon, je suis assez content de l'équilibre que ça donne pour le moment. Voilà, j'ai l'impression d'avoir retrouvé un peu mon rythme de jeu. Je parle avec les petits ajouts, les petits changements de règles. L'utilisation des cartes tactiques, c'est sympa aussi, je trouve, quand ça vaut le coup. Hein, quand il y a plusieurs créatures, quand c'est un boss, etc. Les premiers niveaux, ça vaut pas trop le coup. Ça fait beaucoup de perte de temps pour rien. Mais à partir du moment où nos héros rentrent dans le 3e affrontement, le troisième descente, là où il y a les monstres intermédiaires qui interviennent, là je pense que ça peut être sympa, quoi. Sauf s'il n'y a qu'une seule créature. Voilà, une seule créature, voilà, c'est un peu de la boucherie, quoi. Donc ça sert pas à grand chose. Enfin bon, bref, ça c'est un peu au feeling, hein. En fait on fait un peu ce qu'on veut. Hein. On peut jongler d'une règle à l'autre, faire utiliser la règle classique du chapitre 1 ou basculer sur les maths tactiques du chapitre 2. Le jeu, lui, s'adapte, il n'y a pas de problème. Toutes les cartes sont faites pour aller dans les deux façons de faire, quoi. Voilà, après, les petits ajouts de règles, on va dire, tactiques sur le terrain, bah moi, ça me va. Je veux juste oublier un truc, c'est que, normalement, les monstres ont un déplacement de 4 aussi, mais s'ils ne peuvent pas aller jusqu'à leur cible, si c'est ça qu'ils cherchent à faire, ils peuvent s'éloigner, enfin ils peuvent continuer à avoir 2 de mouvements supplémentaires, on avait dit. En tout cas c'est ce que j'avais fait dans la partie précédente, et pouvoir faire 6 de mouvements, ce qui leur permet d'aller un peu plus vite, même s'ils n'agissent pas, ils ont un petit bonus, comme une espèce de petite course, quoi, à l'exception, évidemment c'est thématique, des zombies. Les zombies restent à une course lente, un déplacement lent. Voilà, ça, bah, la charge, c'est pas non plus des gros changements, mais ça, je trouve que thématiquement c'est plus rigolo. Le fait de pouvoir viser aussi, le repos pour pouvoir récupérer de l'endurance, parce que l'endurance en fait c'est vraiment ça, c'est qu'on se met un peu à souffler, on a un peu, on se repose, on fait une petite pause et on reprend de l'endurance. Par contre, pas de, ça c'est, j'ai dû te dire, peut-être que je l'ai fait dans la partie, récupérer de la pointe de vitalité. Je pense que là par contre c'est pas adéquat. Donc ce serait juste récupérer, si on fait rien en fait, voilà, on fait pas de mouvement, pas d'attaque, que dalle dans un tour, on récupère un peu d'endurance, on souffle un peu, on profite que les copains soient là pour le faire, pour attaquer à notre place, et puis voilà. Donc après, sachant que, voilà, si on décide de le faire et que les copains derrière n'arrivent pas à attaquer, bah du coup on perd un tour aussi à ne pas attaquer, enfin voilà, ça reste une sorte de choix. Mais ça me convient plus en termes de gestion d'endurance en tout cas. Que dire de plus? Ben voilà, je me suis bien éclaté en tout cas, voilà. Et la gestion des 4 personnages, ça a été, je commence à prendre un peu mes marques. Bon, là c'est vraiment parce que je me suis amusé à faire quelque chose de semi-narratif, voilà, pour faire comme si c'était une espèce de campagne où on va affronter tous les boss. Voilà, là je m'amuse à ça. L'idéal ce serait sans doute de le faire à plusieurs joueurs. Et de proposer la même chose, mais voilà, à une table de 4 joueurs, quoi. Et du coup après on passe de groupe en groupe jusqu'à l'affrontement final du roi
Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu de votre côté. N'hésitez pas à laisser des commentaires, vous dire ce que vous en pensez, des petits changements. Est-ce que ça vous semble trop facile? Est-ce que non? Est-ce que voilà, c'est un peu à votre avis là-dessus. N'hésitez pas en tout cas à me le donner. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine partie, une prochaine partie avec 4 nouveaux aventuriers à la recherche du roi cette fois-ci, donc pour le dernier boss officiel de la boîte de ODV chapitre 1. Voilà, allez, à très bientôt les amis, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt, salut. Félicitations, Jaël, tu as mené tes hommes jusqu'à la victoire. Talman est tombé, les forces du mal ont perdu un atout majeur. Cependant, tout n'est pas terminé pour vous. Comment cela? À l'heure où nous parlons, le groupe, mené par le chevalier, est en grande difficulté face aux créatures au service de la grande prêtresse. Nos 4 compagnons ont essuyé, comme tu le sais, quelques défaites et leur morale est en berne. J'ai peur qu'ils ne soient sous l'influence psychique de cette engeance maudite. J'aimerais que vous repartiez le plus tôt possible pour une mission de sauvetage. Mes compagnons sont fatigués, pas sûr qu'ils soient prêts à y retourner. Les horreurs que nous avons croisées plus bas, je n'ose y penser. Il faudra être convaincant. La grande prêtresse encore présente, les forces du roi en seront renforcées. Nous avons eu de la chance de trouver l'accès à l'antre de Talman assez tôt. Nous avons encore le temps peut-être d'appuyer leur attaque. Je vais leur annoncer la nouvelle. J'ai confiance en toi, Jaël. Il faut sauver le chevalier Télil. Nous ne faillirons pas. Alors, tu viens trinquer à notre victoire? Jaël, tu as le droit de te réjouir. Nous venons de remporter une grande victoire. Les amis, j'ai de mauvaises nouvelles. Télil de Haute-Garde et ses compagnons sont dans une mauvaise passe. Comment? C'est un frère d'armes. Retournons-y. Tu as raison. Mais finis ta bière avant quand même. Faut pas gâcher, hein. Allez, on y retourne. Décidément, j'ai les meilleurs des compagnons.